Hello la communauté, alors on espère que vous nous entendez bien. On est super impressionnés parce que vous êtes plus de 40 000 à nous suivre maintenant sur la page Facebook. Et aujourd'hui on a un sujet un peu chaud, très chaud. Alors je crois, est-ce qu'on te voit bien? Voilà. Hop, je vous reviens. Et voilà, donc on a un sujet un peu chaud qui est maman versus papa. Donc bah oui, c'est pas si simple. Bah, qui va gagner, ouais. Bah, qui va gagner? Alors on n'est pas trop dans la guerre et le conflit. L'idée c'est justement de pouvoir parler un petit peu de la place de chacun. Parce que c'est pas facile d'établir les places de papa et de maman sans empiéter en plus sur la vie de couple. Mais on a Paola, notre super Wonder Psy, qui est là et qui va nous donner une fois de plus des astuces et des conseils. On voudrait juste savoir si vous nous entendez bien comme d'habitude. On verra. Voilà. Bon, d'abord, Paola, c'est vrai que y a un couple avant d'avoir un enfant. Ouais. C'est un peu normal. Ouais, bien sûr. Et puis il y a ce petit être qui arrive, qui a un véritable séisme dans la vie d'un couple. Et en fait, on se rend compte que c'est pas si évident que ça de devenir parent tout de suite. Bien sûr. Comment ça se passe au niveau de l'instinct maternel? Est-ce que vraiment c'est vrai qu'il y a un instinct maternel? Pour le père, est-ce que c'est plus difficile? Alors, on parle d'instinct maternel, mais effectivement, on ne devient pas parent à partir du moment où tout d'un coup l'enfant arrive dans la famille. C'est pas la mère sort l'enfant de son corps et tout d'un coup, elle se sent mère. Et on a tendance à dire, le papa, il faut qu'il ait un peu plus de temps. Mais en fait, les deux ont besoin de temps. C'est pas, il faut justement déculpabiliser les mamans qui n'ont pas été maman tout de suite et qui peuvent mettre même 5 ans, 10 ans avant de se sentir maman et puis ou peut-être qu'ils n'y arrivent pas. Et de la même manière, pour un papa, l'idée c'est de se dire que on va bien faire, il faut pas trop stresser, mais l'instinct maternel, il vient à tout moment pour chacun à sa façon. Donc on ne stresse pas si... moi je sais par exemple que j'ai pris mon enfant, c'était le plus beau jour de ma vie, mais c'est pas évident de se reconnaître tout de suite maman. T'es pas tout de suite maman, et puis c'est aussi de la même difficulté que tu as du mal à appeler ton enfant par son prénom. Au départ, la première fois, je sais pas si tu te rappelles de cette sensation où tu appelles ton enfant par son prénom, c'est un peu délicat parce que tu l'avais jamais donné avant. Et c'est la même chose en fait, tu t'es pas fait appeler maman pendant... c'est donc en fait il faut un petit temps d'adaptation, et il y a plein de mamans qui accouchent et qui me disent oh là là c'est difficile, peut-être je fais mal parce que je me sens pas maman. Et en fait non. On déculpabilise complètement, c'est normal. Il y en a pour qui ça vient dans la seconde même, et il y en a qui vont mettre beaucoup plus de temps. Que même qu'il faut, j'imagine, prendre soin du papa parce que c'est encore moins évident pour lui. Exactement, donc lui aussi il faut l'impliquer d'abord dans la grossesse et puis ensuite dans la naissance et dans les soins apportés au bébé après. Cool. Alors on dit aussi souvent que les mamans câlinent, qu'elles sont plus dans la maternité justement, et que le papa lui il est là pour amuser, il fait rire, c'est sympa. Est-ce qu'il y a vraiment une fonction en fait que chacun remplit, et d'ailleurs est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait une place pour chacun? Alors non, c'est plutôt pas mal de pouvoir justement s'étaler en fait dans nos rôles. Alors de manière un peu archaïque, on disait que la maman devait prendre soin, materner, donner à manger, et voilà, et que le papa rentrait un peu du boulot en disant toi tu vas au lit, puis je te punis, enfin voilà. Donc l'idée c'est que non, tranquillement, chacun peut faire à sa manière ce qu'il sait faire ou ce qu'il sait pas faire et apprendre. La maman peut mettre une couche, mais le papa aussi peut mettre une couche, et peut-être que chacun va la mettre différemment, et c'est pas grave parce que... Faut pas mettre la pression. Exactement, l'enfant aura une couche quoi. C'est juste ça qui est important. Rapidement, il aura une couche de toute façon, sinon ça devient la cata. Donc il n'y a pas de quoi s'en faire plus que ça non plus. Donc les rôles peuvent être complètement mélangés. On n'est pas obligé de définir le rôle de chacun. C'est pas toi tu feras tel biberon et puis moi je ferai les autres. Enfin, on peut, si on est fatigué, se reposer sur l'autre, demander à l'autre de l'aide. Il ne faut pas justement en avoir honte. C'est vrai ce que tu dis, et c'est vrai aussi que quand on est maman, on a parfois tendance, je dis pas pour tout le monde, je généralise pas, mais je le prends pour moi aussi, de croire qu'on est peut-être un peu plus, douce et douée, peut-être. Et donc peut-être qu'on a, par exemple, plus la manière. Le premier bain.
En réalité, je crois que le premier bain, le tout premier, c'est un peu la fille pour tout le monde. Ah, pour tout le monde, soit papa ou maman. Exactement. Mais on aurait tendance à dire, oui, mais la maman sera peut-être plus douce pour le faire. Il faut arrêter, quoi. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Il y a des mamans qui vont être maternantes, d'autres moins. Des papas qui vont être hyper paternants, si ça se dit comme ça. L'idée, c'est qu'en fait, on laisse faire chacun avec sa propre personnalité apporter quelque chose à l'enfant. Donc, le premier bain, il a fait peur à tout le monde. Il est vraiment, c'est un passage un peu difficile, de la même manière qu'il y a des gens qui vont dire ah mais moi je lui ai jamais donné son bain parce que ça me fait trop peur, je lui ai jamais coupé les ongles parce que j'ai peur, je lui ai jamais changé une couche parce que ça me dégoûte. Il n'y a pas de règle en fait, aucune règle ne doit être établie, on le fait en fait un peu comme on le sent, c'est ça justement l'instinct. Et surtout en fait rien n'est établi non plus sur la durée, je veux dire. Des fois, on peut effectivement avoir une maman qui est très présente dans les premiers mois de la vie d'un enfant. Et puis, tout d'un coup, le père aussi... il prend cette place, exactement, parce qu'il se sent plus finalement important et il ressent finalement cette paternité à ce moment-là. Et il faut lui laisser aussi cette place. C'est très important que chacun des parents ait cette possibilité de gérer, de s'occuper de son enfant, et de s'épanouir aussi avec son enfant, et que son enfant s'épanouisse avec les parents. On a la question d'un papa qui est venu, et moi je l'avais déjà vu aussi, cette question, c'est en fait l'idée d'être un peu gêné à donner le soin à sa petite fille, donc le sexe opposé, ou à changer son enfant. Ça c'est une question qu'on a aussi, c'est pas un truc évident. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est une question qui est complètement légitime. Non, mais c'est une question qui est complètement légitime. Maintenant, en fait, il y a de la gêne, là on laisse la gêne s'installer. Donc l'idée c'est de se dire, si ça ne me gêne pas, et ça ne gêne pas mon enfant parce que l'enfant est encore un peu petit pour dire qu'il y a une gêne, ou même quand l'enfant est plus grand mais qu'il n'aimait pas le souhait d'arrêter ce soin avec le parent du sexe opposé, et bien on continue. Ça veut dire oui, il n'y a pas de gêne. Voilà, donc s'il n'y a pas de gêne d'un côté ou de l'autre, on continue. Ouais, sans aucun problème. Et le jour où son enfant dit stop, on a le fameux âge, d'ailleurs je ne sais pas à quel âge il arrive exactement, mais il commence à se planter. Pour chacun des enfants c'est complètement différent. C'est de la même manière que si on a eu la tendance à embrasser son enfant sur la bouche pendant toute sa jeunesse, et que tout d'un coup votre enfant vous dit ah non stop, arrête de m'embrasser sur la bouche, c'est absolument pas grave. Mais ça justement, parce que en fait ça c'est marrant que tu parles de ça, parce que des fois on voit quand on le fait c'est pas gênant, ça ne nous choque pas, quand on le fait pas en fait on en voit et des fois on se dit oh c'est pas terrible et tout, enfin ça c'est quoi, chacun doit vivre sa façon d'être parent. En fait, c'est vraiment propre à chacun. En fait, l'idée, c'est de toujours laisser un parent faire comme il le sent. Et si l'enfant n'émet pas de problème vis-à-vis de ça, et on laisse complètement le truc se faire. C'est-à-dire, à partir du moment, en revanche, où l'enfant dit non, je veux plus que tu m'embrasses sur la bouche, ou je veux plus que tu me donnes le bain, ou je veux plus que tu me nettoies, machin, dans ce cas-là, on arrête et on respecte exactement ce que l'enfant demande aussi. C'est important de respecter. Exactement. Ouais. Je comprends. On a aussi forcément ces moments où il y a des sanctions qui tombent. Alors déjà, on évite le mot punition, on n'aime pas trop. La sanction, c'est dur aussi, ça fait un peu... La fessée en plus a été interdite. C'est ça, exactement. Donc désolé si on n'utilise pas forcément les bons termes, mais en tout cas la sanction est où évidemment on n'est pas toujours d'accord avec la sanction qui a été choisie par le parent. Bien sûr. C'est ça. Ça arrive souvent. On est d'accord sur cette règle qu'il ne faut jamais contester la sanction qui vient de tomber, même si on n'est pas d'accord avec. L'évidence même. Mais c'est pas toujours facile. Alors, on peut contester, en fait, tu as le droit de contester, mais tu ne contestes surtout jamais devant l'enfant. Donc, tu le fais à partir du moment où ton enfant dort, où tu es sorti de la maison, où vous avez la porte de la chambre fermée, de manière à ce que l'enfant, en fait, n'entende pas que ça a été problématique, parce que s'il sait qu'il y a une brèche, il y va, mais c'est même pas qu'il fonce, c'est qu'il va plus vite que n'importe qui. Donc il va se dire, papa a dit ça, maman a dit ça, il va en profiter pour la prochaine fois. Mais d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'on observe parfois des enfants qui justement en fait regardent celui qui sanctionne et regardent l'autre en se disant est-ce qu'il est bien d'accord est-ce qu'il est bien d'accord avec moi. Très souvent t'as raison. Souvent t'as le truc genre mais vas-y défends-moi, il dit n'importe quoi, elle dit n'importe quoi, il faut me défendre parce que... Et donc t'as souvent l'autre parent qui peut craquer avec un peu de faiblesse en disant c'est pas cool ce que tu lui as fait, et là c'est vraiment foutu.
Là pour le coup, non, là c'est pas très bon. Ouais. Là, l'enfant a gagné en fait sur le parent qui sanctionne. Et donc, dans l'idée, la prochaine fois qu'il y aura une sanction, et ben en fait, ça aura beaucoup moins de poids. Forcément. Donc il faut vraiment faire attention à toujours se rallier. C'est un peu comme s'il y avait des camps. Et donc, c'est parents versus enfants. Tu vois, tout à l'heure, on disait papa versus maman. Là, c'est un peu parents qui font bloc versus enfants. Quand on donne une punition, même si on n'est pas totalement d'accord sur pourquoi la sanction a été donnée ou alors est-ce qu'elle est trop importante, on fait semblant devant l'enfant et après on en discute pour pouvoir régler ça. Et puis on peut alléger ou atténuer ou changer, modifier petit à petit. Quand on discute, mais après. Exactement. Okay. Très important. C'est d'autant plus vrai dans des situations qui sont par exemple le repas, où l'enfant ne mange pas forcément comme on voudrait. Et puis il y en a un qui s'en agace, qui est un peu moins souple que l'autre en disant mais attends, il faut quand même qu'il se tienne correctement, ou l'autre est un peu plus flexible sur ce cas-là. Peut-être que pour éviter les conflits aussi, est-ce qu'on peut dire un jour c'est plutôt papa qui s'en occupe, l'autre jour maman, ou comment est-ce qu'on peut s'y prendre par rapport à ça? Parce qu'on ne peut pas toujours être d'accord, c'est compliqué, on n'est pas d'accord sur tout. Quand on est différents. Quand c'est maman qui s'en occupe, c'est maman qui gère. Quand c'est papa qui s'en occupe, c'est papa qui gère. On arrête d'intervenir dans le rôle de l'autre. L'autre fait très bien. Et même s'il y a eu des petits pois qui ont été balancés sur le mur, de la bouffe qui est partie partout, la sauce tomate qui est étalée sur le visage. Non. Parce qu'en fait, tu apprends autre chose à ton enfant. Tu apprends à toucher les textures, à comprendre comment après on va manger proprement. Chaque parent va apporter une petite pierre à l'édifice de l'éducation. Donc en fait, il n'y a rien qui est catastrophique. Toi, tu te dis, mais c'est catastrophique si mon enfant est en train d'étaler la nourriture sur son assiette. Mais absolument pas. Parce que à ce moment-là, on peut lui expliquer pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc en fait, chaque petite chose est importante. Donc pourquoi ça serait toujours la maman ou le papa qui donnerait à manger? L'idée, c'est au contraire pouvoir mélanger chacune des manières d'éduquer. Et est-ce qu'il faut aussi que chaque parent se retrouve seul avec son enfant? Parce que chacun doit avoir ses petits moments. C'est très important. C'est hyper important. Ouais, c'est hyper important. C'est hyper important. Voilà. Parce qu'en fait, grâce à ça, l'enfant va pouvoir s'identifier à l'un ou à l'autre en fonction du sexe du parent du même sexe ou du sexe opposé. On va pouvoir en fait développer sa personnalité grâce à ça. Donc c'est très important d'avoir un moment seul avec son papa, d'un moment seul avec sa maman. Et puis avec les deux aussi, c'est plutôt pas mal. Moi c'est plutôt bien quand même, plutôt pas mal. Famille. Mais voilà, c'est important aussi que chacun puisse avoir son moment, son rôle. Le papa qui va avoir, j'en sais rien, on va dire un moment où ils vont jouer à un puzzle et la maman où ils vont faire un gâteau. Je caricature un peu l'idée. Un peu, ouais. Mais voilà, l'idée c'est de se dire, chacun a son moment et va apporter donc quelque chose à l'enfant grâce à ce moment-là. Quelque chose de différent. Exactement. Et par rapport à ça aussi, il y a justement toujours l'impression dans certains couples qu'il y en a un qui est un peu le père fouettard ou la mère fouettard, qui fixe les règles, qui toujours donne des interdits, etc. Comment on peut équilibrer les choses? Il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait ce rôle. C'est pas, en plus, il y a forcément, et je le dis, il y en a certains qui passent plus de temps avec leur enfant, d'autres qui travaillent beaucoup, donc qui ne peuvent pas forcément. Et il ne faut pas que ça soit toujours le même. Non, c'est horrible. Non, c'est horrible parce qu'on va caricaturer un peu, mais souvent c'est genre si tu continues comme ça, je vais appeler ton papa. Ah bah alors ça, voilà. Et c'est horrible, c'est horrible pour le père qui rentre à la maison et qui se dit attends, moi j'ai rien demandé, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais pas là dans cette histoire. Et en fait, à peine je pose ma sacoche, j'ai passé le pas de la porte et tout d'un coup on me dit allez, va défoncer ton enfant. Donc le père se retrouve dans un sale rôle alors que lui il n'a pas demandé quoi que ce soit. Donc l'idée c'est si je vois que mon enfant fait une bêtise, il l'a fait devant moi, et j'agis dans l'instantané. Je dis pas tu vas voir quand ton père va rentrer il va te punir. Non, je vois que tu fais une bêtise, je te punis parce que j'estime que tu dois être puni. Et si effectivement je n'arrive pas moi-même à mettre des limites, je m'interroge sur mon rôle. En fait, plus que j'y arrive pas, donc je délègue et à ce moment-là, j'envoie l'autre parent au casse-pipe. C'est pas ça. Je m'interroge sur mon rôle. Évidemment, on peut être complémentaire avec l'autre parent et l'appeler s'il y avait un souci, mais ça ne doit pas être un systématique et deux toujours le même. Oui, je comprends. Donc ça doit arriver dans un sens comme dans un autre. Et oui. On en arrive à la deuxième partie.
Le couple qui est encore plus chaude. Alors là, on a parlé de la fessée, mais on peut parler d'une autre fessée. En fait, il n'est que 13h15 dans ces deux-là. Et normalement, c'est un truc du samedi soir. Et on y va. Nous, on n'a peur de rien, on y va. Donc là, évidemment, quand on aborde la première partie, on comprend bien que cette seconde partie du couple, elle est assez rude. Exactement. Parce qu'au début, c'est assez cool. On est un petit couple sympa. On n'a pas d'horaire. On fait un peu ce qu'on veut, etc. Est-ce qu'il faut retrouver un semblant de vie de couple dès que l'enfant arrive? C'est pas facile. Ah non, c'est pas facile. Alors effectivement, en fait, dans ta phrase déjà, tu as commencé avec un truc qui ne va pas. T'as dit... C'est dur hein, d'être interviewé ici, c'est pas évident. Tu vas surveiller chacun de tes mots maintenant en fait. C'est ça exactement. Non, en fait, t'as dit retrouver un semblant de vie de couple. Ouais. Alors déjà, en fait, il y a deux mots qui vont pas, c'est retrouver et semblant. Pourquoi retrouver, ça voudrait dire qu'on l'a perdu, et ensuite semblant, pourquoi faire semblant? Donc les deux trucs vont pas tellement dans l'idée qu'on se fait de la sexualité d'un couple. En gros, on peut ne pas avoir eu de sexualité dans son couple pendant la grossesse, après la grossesse, parce qu'il y a eu une baisse de libido, parce que de la part de la femme, de la part du mari, il n'y a pas de... Tout ça n'est absolument pas figé et doit pas être c'est comme ça, il faut faire l'amour, machin, etc., etc. L'important, c'est quand même de garder, en fait, finalement, plus qu'une sexualité, une intimité. Ouais. Donc, si tu as conservé ton intimité pendant tes 9 mois de grossesse, et ensuite à la naissance, etc., etc., la question de la sexualité se pose beaucoup moins, parce que l'idée, c'est de... Tu conserves ta vie de couple parce que tu as conservé une intimité. Donc, il n'y a pas de règle sur la sexualité qui, normalement, devrait être beaucoup plus naturelle grâce au fait que tu as conservé ton intimité dans ton couple. Je comprends. Donc, on ne fait pas semblant, on reste intime et on reste avec des câlins qui ne sont pas forcément sexuels. Après, si on a réussi à garder cette sexualité, eh bien, tant mieux, on la continue. Et à partir du moment où le gynéco dit eh ben, c'est bon, vous pouvez à nouveau avoir des relations sexuelles, eh ben... le truc est lancé. Et ça y est, c'est parti. Voilà, c'est aussi simple que ça. Exactement. On a une question justement de Véronique et on voulait l'aborder ce sujet. C'est l'idée, enfin c'est pas l'idée, mais c'est le comportement d'un enfant qui est jaloux. Ça arrive souvent. Lorsque par exemple, ma fille ne veut pas que je fasse des bisous à son papa. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que en fait, c'est presque attendrissant. Au départ, ça nous fait souvent rire. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a eu plein de vidéos qui ont tourné sur Facebook de l'enfant qui hurle le moment où les parents s'embrassent, genre, ou qui pleurent. Enfin voilà, c'est assez drôle quand on la regarde, mais en fait, il faut éviter d'en rire. On va dire qu'à partir de 3 ans, on va dire entre 3 et 6 ans, après, chaque enfant est toujours particulier, a sa particularité, donc c'est toujours pareil. On laisse l'enfant acquérir ce dont il a besoin en temps et en heure à sa façon. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, entre 3 et 6 ans, il va y avoir un complexe d'Oedipe qui va se jouer. Et donc, potentiellement, il peut avoir, entre guillemets, du désir pour le parent du sexe opposé et un peu plus de rivalité pour le parent du même sexe. Donc, c'est là où va se jouer cette espèce de jalousie qui est complètement nécessaire à la construction de la personnalité de l'enfant. D'accord ? Mais l'idée, c'est de ne pas en rire non plus, de ne pas se moquer de lui, et de l'autre côté, de lui montrer que, ok, c'est normal, et en même temps, papa reste à maman, et maman reste à papa. Donc, on est un couple, tu es notre enfant, et avant qu'il y ait eu, en fait, un enfant, il y avait un couple. L'idée, c'est que l'enfant, quand il naît, lui, il a la sensation que la mère est née en même temps que lui. Donc, c'est ça. Et donc, il va découvrir petit à petit que finalement, mais maman était là avant. Et finalement, il n'y avait pas que maman, il y avait même papa. Tu vois, donc c'est là où on se rend compte de cette difficulté à faire comprendre à l'enfant qu'il y a des parents et qu'il y a des enfants et que chacun doit avoir son rôle. Et donc on ne doit pas rentrer dans le jeu jamais en douceur, toujours en douceur. Non, mais surtout on ne rentre pas dans le jeu de oui tu vas te marier avec papa ou oui tu vas te marier avec maman, jamais, parce qu'en fait ça serait lui faire croire quelque chose de complètement faux et puis d'un coup on va couper le cordon et ça va être une déchirure. Et là comme ça me vient, mais justement parfois il y a des papas qui utilisent ma princesse ou... est-ce qu'il faut qu'il y ait une différenciation entre les petits noms qu'on donne pas nécessairement, parce qu'en fait l'important c'est de mettre une différence
dans la manière d'aimer. L'amour que tu as pour ton conjoint n'est pas n'est pas le même amour que tu as pour ton enfant. Et c'est là en fait où ça tu vas devoir le lui faire comprendre. Mais le petit nom de mon amour, souvent d'ailleurs tu as des parents qui disent mon amour et tu as le conjoint et l'enfant qui se retourne oui. C'est vrai, ça arrive chez moi ça. Voilà. Et en fait tu dis oui effectivement auquel des deux voulais-je parler. Mais l'idée c'est de se dire que j'ai fait une place différente pour les deux. C'est pas un petit nom qui va changer quelque chose, c'est donner une place vraiment différente pour les deux. D'accord. Et là, c'est encore plus chaud. Évidemment, la vie sexuelle, ça en prend un petit coup, c'est-à-dire que c'est pas... Enfin, elle était facile, celle-là. J'ai pas fait exprès, mais forcément... Je n'ai pas osé relever, mais ok. Voilà, moi, je l'ai relevé. C'est à force de traîner avec les psys. C'est ça, exactement. Du coup, je me lâche sur les mots, tant qu'à faire. Hein, je souffre suffisamment comme ça. Mais justement, c'est pas simple, c'est pas évident. On sait que ça change quand même un peu. Il faut pas dire que ça change pas. Non, évidemment. Tout change. D'abord, son corps change. Déjà, le temps forcément. Je dirais ça dans 2 mois. Oui, parce que quand même Paola est enceinte et oui, elle accouche bientôt. Voilà. Ça se voit pas. Le corps change un peu. Ouais, forcément. Et donc c'est difficile d'avoir une vie qui soit simple, pouvoir le faire un peu quand on veut, un peu où on veut, genre je suis crevée le soir sur mon canapé, etc. Faut pas tomber dans la routine non plus. Faut pas tomber dans la routine, effectivement, l'arrivée d'un enfant en fait chamboule et le corps et la libido et les envies et surtout le timing en fait. Vous avez envie de faire un petit câlin avec votre conjoint à ce moment-là et tout d'un coup l'enfant hurle à la mort et vous demande un biberon, vous demande de le secourir, de lui donner un soin, enfin bref, effectivement le timing n'est plus le même, donc il faut arriver finalement à jouer de ce timing, à jouer de ses envies et au contraire on peut même le transformer en quelque chose de positif du genre bon bah là il y a la sieste c'est ça, on y va maintenant, au contraire ça va être un petit coup rapide enfin, voilà. L'idée c'est de se dire que finalement ça devient pas genre ça y est je m'affale sur le canapé parce que je suis crevée, parce que je l'ai mis au lit et que j'en peux plus, c'est de profiter finalement de se dire waouh je l'ai mis au lit, j'en peux plus, mais on y va. On se donne maintenant, il y a eu la partie enfant, maintenant il y a la partie adulte. Et c'est pas la partie parent. C'est bien en fait de faire cette distinction entre on est parent, mais avant d'être parent, on était un couple. Il faut pas oublier, pour être bien en couple, il faut être bien seul, et pour être bien en tant que parent, il faut d'abord être bien en couple. Chaque chose vient en son temps, et donc en fait il faut respecter aussi la chronologie des événements. Donc là, dès que l'enfant est en train de prendre son bain ou fait sa sieste, on remet ses petits vêtements d'étudiant et on y va. Yes. Alors, il y a une autre aussi question qui nous vient par rapport au couple, c'est je veux sortir, j'ai peur de faire appel à une babysitter. Ça arrive aussi. La confiance de laisser son enfant à quelqu'un d'autre, c'est un truc qui est compliqué et qui n'aide pas forcément justement pour retrouver une vie de couple non plus. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde a cette appréhension. Personne se dit « Waouh, je vais laisser mon enfant, je suis trop contente à une étrangère, un étranger, je ne sais pas à qui je vais le laisser, c'est trop génial. » Mais de la même manière qu'il y a aussi cette appréhension qui peut arriver avec ses propres parents et ses beaux-parents. Donc, l'idée, c'est de se dire « Ça arrive à tout le monde, c'est normal, c'est juste le fait de, entre guillemets, laisser son enfant à quelqu'un d'autre. » Et il y a même des mamans qui vont avoir peur de le laisser au papa et des papas qui vont avoir peur de le laisser à la maman. Donc ça peut arriver même au sein de son couple, donc familialement, et alors encore plus avec un étranger. Donc c'est normal, cette crainte est normale, mais il faut aussi apprendre à faire confiance. Parce que si on ne fait pas confiance, alors dans ce cas-là, on ne laisse pas son enfant à qui que ce soit et jamais. C'est-à-dire que si on ne le fait pas d'entrée de jeu dès le début, on dit toujours ouais mais je le ferai dans 1 mois, je le ferai dans 6 mois, je le ferai... Et au final, l'enfant a grandi avec l'idée. Est-ce qu'il y a un moment du coup, il y a un moment clé ou non? Non. Le plus tôt entre guillemets sera le mieux parce que en fait c'est pas, si on lui montre qu'on est angoissé dans cette séparation, lui va être angoissé dans cette séparation, alors que si on le fait de plus en plus tôt en fait il va moins voir cette angoisse de séparation. Parce que l'angoisse de séparation n'est pas que pour l'enfant, elle est aussi pour l'adulte. Alors après, on a une astuce aussi, c'est pas parce que par ailleurs j'ai lancé cette application, mais c'est vrai que moi je l'ai fait pour moi. Je me rends compte que c'est vachement plus simple de laisser son enfant à d'autres parents qui ont des enfants du même âge.
Donc c'est vrai que via l'appli 0+0 vous pouvez le faire. Et c'est un moyen facile de dire ok, je prends tes enfants et vous sortez, et à ce moment-là, le week-end prochain, on prendra ton enfant et nous on sort. Et ça c'est chouette, c'est un moyen aussi du coup de laisser son enfant. Exactement, parce qu'en fait souvent ça va permettre de s'identifier et de dire vous vivez les mêmes galères, vous dormez aussi peu que nous, vous avez les mêmes problèmes que nous, donc on peut partager ça. Et c'est vrai qu'avec des beaux-parents, on se dit ils n'ont pas fait ça depuis très longtemps. Avec une babysitter, on se dit mais est-ce qu'elle est apte, je la connais pas. Et c'est vrai que de partager ça avec des parents fait qu'on a plus confiance, parce qu'on se dit ils ont la même problématique, ils ont aussi peur, s'ils m'ont fait confiance, je dois aussi leur faire confiance. Oui, bien sûr, je comprends. Alors juste pour répondre un peu aux questions qu'on avait, on a beaucoup de commentaires et c'est super. Il y en a effectivement une, donc Sophie, qui nous dit voilà, je suis trop laxiste avec ma fille, elle fait ce qu'elle veut avec moi et du coup cela oblige papa à passer pour le méchant car il en faut bien un qui place les limites. Est-ce qu'on peut pas dans ces cas-là essayer peut-être de souffler à l'autre, celui qui est un peu plus autoritaire ou un peu plus et un peu plus de règles, à ce moment-là qui souffle à l'autre, peut-être qu'il se serait bien qu'il dise quelque chose. Est-ce que c'est possible ça? Parce que c'est vrai qu'il y a toujours la théorie qui est facile, on se dit ok, on a tous lu des manuels, des machins, et puis ce qui est bien avec Paola, c'est qu'elle nous donne toujours des astuces. Donc en fait, est-ce qu'il y a un moyen justement dans ce cas-là de peut-être aussi d'avancer à deux et de faire évoluer l'autre personne qui est un peu trop cool en disant alors là c'est Sophie qui est trop cool et le mari qui est trop strict. Oui, mais la pauvre Sophie, pas que toi, on est toutes dans ce cas-là. Alors si on dit en permanence à l'autre d'être celui qui est justement ce qu'on disait le père fouettard, en fait l'autre aussi a un sale rôle, donc c'est pas sympa aussi pour lui. Il faut pas se placer seulement de son point de vue en disant mais moi je suis débordée, j'arrive pas et ça marche pas avec moi. Il faut se dire voilà, qu'est-ce que je peux changer finalement dans ma manière de faire, est-ce que je suis capable de le faire ou pas. C'est un peu comme dans un couple. Dans un couple, je dis toujours, quand je fais une thérapie de couple, je dis toujours, on ne fait pas de concessions, on fait des compromis. C'est-à-dire qu'on ne donne pas, on ne concède pas complètement à l'autre quelque chose. On fait un compromis entre ce qu'on est capable de faire et ce qu'on veut bien faire, et de la même manière que l'autre doit aussi faire un pas vers soi, donc à mi-chemin. Et c'est pareil pour les enfants, c'est-à-dire que on ne dit pas à l'autre, c'est toi qui seras complètement la personne qui va punir l'enfant et moi qui vais être trop sympa, parce que c'est pas sympa aussi pour l'autre et ça alimentera de la rancœur de part et d'autre de chacun des parents. Donc l'idée c'est de se dire, qu'est-ce que je suis capable de faire, moi de mon côté, pour que mon enfant change aussi sa manière de voir les choses et pour être un peu moins laxiste et pour que je puisse donner à l'autre parent, donc là en l'occurrence le père, un peu plus de possibilités d'être cool. Ouais, ça c'est bien, et ça rejoint justement aussi d'autres commentaires que je disais sur justement la nécessité d'éduquer les mamans et les papas à la coparentalité équilibrée. On se rend bien compte qu'effectivement les temps ont changé et c'est super parce que je dis pas que le rôle des papas est difficile aussi, bien sûr, parce qu'il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils réussissent, etc. Les mamans c'est très dur aussi parce qu'on se charge d'énormément de choses. On a bien conscience que on n'est pas dans un monde de bisounours comme je l'ai vu. On est toutes les deux mamans. Moi-même je suis séparée du père de ma fille, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de manuel qui dise tout. C'est l'équilibre, évidemment que c'est l'équilibre. Exactement. Et alors pour en venir, je vais prendre une étude qui a été faite d'un point de vue psy, qui va très bien en fait, entre guillemets, te résumer ce que chacun des parents peut apporter. On a mis dans une même salle un enfant en fait avec une fois sa maman et une fois son papa. Et dans cette salle il y avait juste une table, des magazines et un petit puzzle à côté. La maman rentre dans cette salle et en gros va s'asseoir par terre avec l'enfant et va l'aider en fait à faire son petit puzzle. Et puis quand l'enfant n'arrive pas à mettre une pièce ici ou une pièce là, la mère va dire non c'est là, ouais non ici, puis tu tournes la pièce, ouais. Bon, donc on a compris un peu l'idée, la maman est en train de l'aider à finir ce puzzle. De l'autre côté, ce même enfant va dans cette même salle avec son papa, et là le papa s'assoit, prend un magazine, pose à peu près les pieds sur la table, on le fait un peu grossièrement, mais c'était vraiment ça dans la vidéo, c'est assez drôle. Et donc l'enfant, lui, se met à côté, il regarde, il voit qu'il y a un puzzle, et puis il fait son puzzle. Alors il va mettre plus de temps effectivement peut-être à faire son puzzle, mais chacun des parents aura apporté justement quelque chose à l'éducation de l'enfant. C'est-à-dire que la maman aura montré que
elle est toujours présente et qu'il ne faut pas qu'il ait peur de faire quelque chose parce qu'elle est là derrière pour lui montrer comment le faire. Et le papa aura montré, lui, que l'enfant est capable d'autonomie et donc d'acquérir et de faire quelque chose par lui-même. Donc finalement, chacun des deux parents va apporter quelque chose à cet enfant. Et donc c'est là où c'est important, aussi bien dans le couple que en tant que parent avec les enfants, il faut savoir laisser à l'autre sa place, parce que chacun va apporter quelque chose et on n'est pas plus doué que l'autre parent. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est pas si évident, mais on sait qu'il y a chacun apporte des bonnes choses et il faut en avoir conscience. C'est pas toujours évident, mais il faut en avoir conscience. Exactement. Eh bien écoutez, c'était encore un super sujet. Je pense qu'on continuera à aborder parce qu'il y a plein de choses dans ce sujet-là. Juste pour finir, c'est sûr que c'est pas évident de se retrouver en couple, mais ça participe de toute façon aussi à l'équilibre de la famille. Bien sûr. De se retrouver, on ne dit pas assez, mais c'est vrai qu'un enfant qui est épanoui, il y a souvent des parents qui sont très épanouis, qu'ils soient séparés ou non, solo ou pas, on n'est pas dans des schémas, voilà, la vie n'est pas aussi simple qu'on la voudrait. Voilà, on vous remercie de tous nous suivre. La dernière vidéo, on a été vue de plus de 18 000 fois, je crois que maintenant on en est, donc c'est juste énorme. Vous retrouvez nos vidéos sur la chaîne YouTube. Et puis n'hésitez pas à poser des questions à nos experts et à d'autres parents sur la communauté 0+0, donc l'application gratuite sur Android et iPhone. Et on vous remercie beaucoup. Merci. Et à bientôt. Au revoir.